Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Tamara Fernando, danseuse, chorégraphe, metteuse en scène et directrice artistique de la Mama Company. Avec un parcours riche et diversifié, Tamara a su imposer sa vision artistique en collaborant avec des institutions prestigieuses comme le Ballet National de Marseille, des artistes de renom comme Stromae et Prince, et en chorégraphiant pour des spectacles et pièces de théâtre à succès, comme Les Souliers Rouges. Mais au-delà de son impressionnant CV, c'est une artiste engagée qui porte des valeurs fortes à travers ses créations. Que nous apporte la danse et comment change-t-elle nos vies ? Comment construire une compagnie quand on est une femme dans un milieu encore très masculin ? Les réalités du théâtre et de la production. Quel regard porte-t-elle sur l'âge et la place des femmes dans le monde de la danse et de la production ? Quels défis et quelles peurs accompagnent l'évolution d'une carrière artistique ? Le rapport à l'âge dans la danse et la peur de l'après ? Comment évoluer en tant qu'artiste dans un univers qui valorise la jeunesse ? Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours, de son approche chorégraphique et de son engagement pour une danse plus ouverte et plus consciente, ainsi que les réalités du métier. Tamara nous livrera ses réflexions sur l'entrepreneuriat, la place des femmes dans le spectacle vivant et les valeurs qui guident son travail. Salut Tamara. Salut Maïwenn. Bienvenue dans le podcast. Merci. Bien écoute, pour commencer, petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Donc tu as commencé la danse au Conservatoire d'Avignon, mais tes professeurs ne te voyaient pas en danse-études. Donc comment tu as surmonté ces premiers refus ? Et voilà, dis-nous tout. Ouais, j'ai commencé la danse à 5 ans avec la danse classique. Et j'ai tout de suite su que je voulais être danseuse professionnelle. Pourquoi ? Je sais pas, il y a personne qui danse dans ma famille. Mais quand il a fallu passer en danse-études, ça a été mon premier échec, mes premiers refus. On m'a dit, t'es pas assez souple, t'as pas de coup de pied, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, on a peur pour toi. Et je me souviens que j'ai pleurer dans ma chambre. J'ai vraiment cette image dans ma chambre, dans le noir, en train de pleurer avec ma mère qui m'essayait de me convaincre que peut-être la danse n'était pas pour moi. Parce que si c'est vrai que les professeurs parlent aux parents, il suffit que tes parents soient un peu influençables. Ouais, vrai. Du coup, tes parents pensent t'aider, mais en fait, pour ton bien, mais finalement... J'ai eu une professeure qui a décidé quand même de me laisser passer en danse-études, de me donner ma chance. Et quel a été l'impact de ce professeur qui t'a laissé une chance, du coup, dans ce parcours ? En fait, c'est fou, c'est pas vraiment l'impact qu'a eu cette professeure qui m'a laissé ma chance, parce que ce qui me reste, au final, c'est l'impact que les professeurs ont eu sur moi pour avoir un refus de me laisser passer en danse-études, et ça me marque encore aujourd'hui, ce refus de me dire qu'il faut que je prouve quelque chose, que je travaille dur, et je pense que ça me marque encore aujourd'hui de me dire que je suis pas assez, peut-être quelque part, et qu'il faut prouver, travailler, et qu'il faut travailler dur pour prouver quelque chose. Maintenant, j'essaie de me détacher de ça et de me dire, en fait, il n'y a pas besoin d'être acharné, de prouver sans arrêt, d'être sans arrêt en forme. Moi, je me suis entraînée très longtemps en danse classique, tout le temps, pour rester en forme, pour être au top, avec moi-même, pour me dire, attention, sinon je vais pas être assez à la hauteur. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi des codes sociétaux dans la danse qui font que si tu ne ressembles pas à la danseuse type que la société nous demande d'être, t'as l'impression de pas être assez bien. Surtout avec la danse classique, à l'école, il y a vraiment il y avait des petites filles qui avaient des pieds, qui avaient beaucoup d'aptitudes, et finalement elles sont pas forcément parties en compagnie ni de danse classique ni rien du tout, donc il y a pas de code. Vraiment, je pense qu'il y a surtout du travail et de l'envie et de la passion. Ouais, c'est ça qui t'a donné envie de surmonter un peu les obstacles ? Il y a un moment où tu t'es dit je vais y arriver ? En fait, j'ai eu la chance, quand j'avais 8 ans, il y a le Festival d'Avignon, je suis avignonnaise, et j'ai été prise sur un spectacle de Jérôme Savary, un grand metteur en scène,
sur le Songe du Midi d'été. Ils ont choisi des enfants dans mon conservatoire. Il fallait chanter, donc ça a été ma première audition, donc j'ai été prise. Ça a été très difficile pour moi de chanter, j'étais très 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 timide, et en fait j'ai eu ce premier contrat, parce que j'étais vraiment sous contrat, mon premier salaire et tout, j'étais hyper fière. Et en fait je me suis dit, il y a des moyens de vivre d'autres vies que la sienne sur scène. Et c'est ça qui m'a plu, de me dire qu'avec la danse, on peut vivre plein de réalités, vivre plein de personnages et dépasser des fois le milieu social d'où on vient. Et c'est ça qui m'a donné envie et qui m'a donné de l'espoir, et me dire, en fait, ces espaces-temps-là, j'ai envie d'en trouver plein et d'en connaître plein et d'être plus que moi-même. Yes. T'as intégré le ballet de Basel ensuite en Suisse. Puis le Ballet National de Marseille, et tu as travaillé sur des pièces de répertoire de grands chorégraphes. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté ? Alors, je m'attendais pas du tout à être dans des compagnies néoclassiques, qui abordaient aussi du répertoire contemporain. Donc je pense que c'était vraiment une chance après le conservatoire, où j'avais un gros training classique, de pouvoir explorer la danse classique sous une autre forme un peu plus néoclassique, et de bouger un peu les corps différemment. Donc ça, on va dire, au niveau technique, ça m'a permis de renforcer une technique et d'aller au-delà de la technique. Ouais. Et surtout, c'est les rencontres que j'ai faites à Bâle avec tous les danseurs qui étaient beaucoup plus âgés que moi et qui venaient de compagnies du monde entier et qui m'ont inspirée, que j'ai pris vraiment ces personnes en modèle dans leur manière de danser, de travailler, ou en tant qu'interprète. C'est surtout les autres danseurs qui m'ont énormément inspirée. Tu vois, tu disais que quand tu as commencé la danse, tu voulais être danseuse professionnelle, mais tu ne te voyais pas dans des compagnies néoclassiques, tu te voyais où ? Oui. Alors moi, je voulais faire plus de contemporain. Justement, la projection que les professeurs avaient sur moi, « Ah non, mais toi, t'es une danseuse contemporaine, t'es une danseuse jazz, ah non, le classique, nanana. » Et finalement, dans ma carrière, je me suis retrouvée à faire très souvent des pointes. Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire extrêmement attention à la projection que les personnes ont sur nous, et entendre d'une oreille, comme dit mon père, et que ça sort de l'autre, de faire le tri, de rester fidèle à soi-même. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais, mon rêve, c'était de danser chez Pina Bausch, de danser à la Batcheva. Mais bon, c'était mon premier contrat, et j'étais hyper contente de pouvoir danser du Forsyth, du Kilian, des choses, du beau répertoire, quoi. Qu'est-ce que tu dirais avec du recul à l'enfant, tu vois, qui s'est entendu dire qu'elle n'était pas assez souple, pas assez comme ci, pas assez comme ça ? Avec du recul, je me dirais, laisse-toi surprendre, écoute-toi, et tu vas voir... Il y a plein de... je sais pas ce que je me dirais, il y a plein de surprises qui vont se passer, et souvent, tu vas avoir des échecs, tout le temps. Donc, c'est super que tu vives ça maintenant, parce que de toute manière, ta vie, il y aura toujours plein de refus. Il y a plus de refus que de oui, en général. Ouais. Donc, laisse les refus de côté, et puis continue, parce qu'il y a toujours des oui, quelque part. Yes. Et comment ces expériences... Ce que tu as pu entendre, justement, ça a façonné ta vision de la danse. Ces expériences, tu veux dire en compagnie ? En compagnie, et aussi les mots qu'on a pu te dire. Alors, les mots, par exemple, si on repart de l'école, en tout cas, dès la 6e, où du coup j'ai travaillé beaucoup plus dur, je pense, que les autres, j'étais un peu un exemple de volonté. Tamara, elle a de la volonté, ok, Tamara, elle travaille. Et donc, j'étais un exemple de travail, en tout cas, et de progression. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, je pense que ça m'est encore resté... un peu resté ça, quoi. Il faut que j'aille toujours en studio, travailler, rechercher... et que c'est jamais assez. Yes. Du coup, c'est ce qui t'a toujours donné envie de te surpasser dans la danse, de dire que c'est jamais assez ? Non, c'est aussi ce qui m'a donné envie de me surpasser, c'était cet endroit quand tu danses où tu vas au-delà de toi-même. Je pense que moi, je recherche l'orgasme. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est cet endroit où c'est l'extase, où c'est... où tu vas au-delà de la technique, tu vas au-delà de tout, où c'est un endroit magique, en fait. C'est comme un safe space quand tu danses. Donc, pour moi, il y a parfois un côté thérapeutique dans la danse où ça me fait du bien pour dégager des émotions. Je suis quelqu'un d'assez peut-être réservé dans la vie, mais j'ai beaucoup de feu en moi. Donc, j'avais besoin d'extérioriser ça énormément à travers le corps. Et puis, tu vois, tu parles de ce côté un petit peu aussi
d'aller au-delà de la technique, mais c'est vrai que quand on est réellement connecté à nos émotions, c'est là qu'on touche ce côté un peu des fois d'être en transe, d'être vraiment connecté à toi-même et de pouvoir te libérer et des fois de faire des choses que tu pensais même pas être capable de faire dans la danse. Et ça, je trouve ça très très beau aussi. C'est important d'être connecté à ses émotions quand on danse et de pas faire les choses, je dirais, gratuitement. Oui, parce que c'est une chance aussi de pouvoir être si proche de son corps comme nous on l'est. Et je pense que je pars toujours du principe, mon Dieu, on n'a que ce véhicule-là, présent sur Terre, et ça va être notre ami toute la vie. Et je me dis, j'ai envie de l'explorer à fond parce qu'on est incarné dans la matière. Donc la danse, c'est une façon aussi d'explorer ce corps. Et qu'on a cette chance-là, je pense, beaucoup plus que beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance d'être aussi connectées à leur corps. Complètement. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est notre corps, il nous appartient et il faut être à l'aise avec soi-même aussi. Voilà. En quoi tes origines franco-sri-lankaises ont-elles influencé ton approche artistique ou influencé ta vision de la danse et de l'art en général ? Alors, mes origines n'ont pas vraiment influencé. Je viens d'un papa immigré qui a toujours voulu être très discret, qu'on soit intégré, entre guillemets, qui nous a jamais parlé singalais, qui est aussi assez réservé, donc il parlait très très peu. Donc justement, j'ai été boursière assez tôt grâce à... J'étais toujours dans les 3 premières, donc j'avais des mentions. Et si on avait des mentions, on avait des bourses. Donc avec ma première bourse à 15-14 ans, je ne sais plus, j'ai décidé de ramener mon père au Sri Lanka. Ça faisait 10 ans qu'il n'y était pas allé. Et moi-même aussi, je n'étais jamais allée, comme je viens d'une famille plutôt très modeste. J'ai décidé de découvrir mes racines à 15 ans grâce à ma première bourse de danse. Et c'est vrai que ça m'a connectée à moi-même au-delà de la danse. Mais comme je suis métisse, c'est vrai que je m'attache moins à mes origines sri-lankaises. Je m'attache plus au mélange des genres, au mélange de tout, quoi. La diversité. À la diversité en général, parce que je viens d'une famille extrêmement ouverte, où il y a plein de religions différentes, enfin, très 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 ouverte. Donc pour moi, en tout cas, il n'y avait pas de couleur. C'est plutôt la société qui m'a ramenée à mes origines, à ma couleur. En plus, j'ai un nom de famille... Fernando, qui est un nom de colon. On va dire les Portugais sont passés au XVIe siècle au Sri Lanka. Donc on m'a toujours pris pour quelqu'un que je n'étais pas. Donc ça aussi, psychologiquement, c'est un peu bizarre quand on te donne des origines qui ne sont pas les tiennes et on revient aux projections que les gens ont sur toi. Latina, pas du tout. Moi, je suis eurasienne, donc c'est vrai qu'il y a un côté... c'est différent, on va dire, dans des projections que les gens peuvent avoir... sur moi. Exactement. Je reviens sur la bourse. À la base, cette bourse-là, c'était pour toi, tes études, la danse ? Oui, complètement. Ma bourse, c'était pour la danse, pour payer mes chaussons, pour payer l'école. C'est vrai que j'ai fait ce choix-là parce que j'avais besoin de me rencontrer. Et je pense que pour être bien quand tu danses, tu dois savoir qui tu es. Complètement. Et même si c'est l'histoire d'une vie, j'avais besoin de comprendre d'où je venais pour pouvoir être ancrée. Et être alignée avec toi, finalement. Être alignée avec moi, rencontrer une partie de ma famille, une de mes origines. Mon père est bouddhiste. Ils m'ont toujours laissé le choix de choisir ma religion. J'ai choisi aucune religion, celle du cœur. Voilà. Celle du cœur et de l'âme. Mais j'avais besoin de comprendre tout ça. Mais c'est important en plus que tout ce que tu dis, même quand tu es artiste, de connaître... et d'apprendre à savoir qui on est au plus profond de nous pour être aussi bien dans notre danse. C'est ce que disait Gaël Greskoviak dans un des épisodes. Il disait en fait, comment tu danses, comment ta manière de danser va aussi refléter ta manière d'être et comment tu te sens dans ta danse. Enfin, comment tu te sens personnellement va se ressentir aussi dans ta danse. Donc c'est important d'apprendre à se connaître pour rester aligné avec soi-même et poser aussi ses limites et se respecter dans ce qu'on veut et dans ce qu'on ne veut pas. De manière générale, au-delà de la danse. Et justement, on parle de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas, et t'as quitté, tu me parlais en off que parfois, sur des coups de tête, quand ça n'allait plus et quand c'était plus aligné avec tes valeurs et tes intuitions, tu partais de contrat, et t'as quitté donc, le Ballet National de Marseille. Je l'ai vu un peu, je l'ai perçu comme une période d'incertitude, mais tu m'as dit que c'était pas ça, donc tu vas du coup nous expliquer comment... suite à ça, tu as vécu cette transition et quels enseignements en as-tu tiré ?
Je me souviens que quand même au Ballet de Marseille, juste avant, j'avais été un peu freelance à Paris, donc je payais mes cours. Et donc là, quand j'étais au Ballet de Marseille, j'étais tellement heureuse de prendre le cours le matin, où en fait, t'es payé pour prendre un cours. Enfin, c'est vraiment un luxe, quoi. Et on faisait des super tournées. Je me souviens qu'on est parti en tournée à New York, dans ce Lincoln Center. J'étais tellement heureuse, surtout que je savais ce que c'était que la galère en tant qu'intermittente du spectacle, des contrats, où là, quand t'es en compagnie, t'as que à penser à danser, quoi. C'est quand même super. Et je me sentais pas à ma place parce que, à l'époque, il y avait aussi un clivage entre les contemporains, les classiques. Et moi, voilà, encore une fois, je suis métisse, donc j'aime bien quand tout se mixe. Et j'avais un peu du mal avec ce séparatisme. Donc je me sentais pas à ma place et j'ai décidé de partir, c'est-à-dire que c'était le mois d'août. J'ai écrit une lettre pendant mes vacances en disant que je ne rentrerais pas à la rentrée. Ils s'étaient trompés dans mon contrat, ils m'avaient fait un contrat de renouvellement de 6 mois. Et je leur avais dit, vous êtes trompés, mon contrat, normalement, c'est un renouvellement d'1 an. Et ils se dit, ah pardon, on te le renvoie. Sauf qu'ils me l'ont renvoyé et c'est vrai que je l'ai pas signé et je l'ai pas renvoyé. Et du coup, j'ai pu partir en disant que je renouvelais pas. Okay. Donc je suis partie au mois d'août alors que la saison reprenait 1 mois après. Donc tu t'es retrouvée sans rien ? Alors je travaillais déjà avec Georges Monboy sur une création du Sacre du Printemps, donc je suis repartie un peu sur cette création-là. Je me suis retrouvée sans rien, mais je me suis sentie tellement libérée. Et en fait, le fait de faire de la place, ça fait de la place pour d'autres projets, pour d'autres choses qui sont beaucoup plus alignées avec moi-même. C'est important, je trouve qu'on est toujours aussi dans cette recherche, la course au travail, la course de... Parce que tu travailles, tu montres que t'es un bon danseur, etc. Et parfois, il y a une espèce de honte, j'ai l'impression, de dire que t'as rien. Et en fait, c'est trop bien de rien avoir. Ça laisse de la place pour la créativité, ça te laisse du temps pour faire tes projets. Et c'est important, je trouve, d'avoir rien, parfois. Voilà, je sais pas toi comment tu le perçois. Il y a des fois où j'ai pris ce risque-là de tout laisser tomber. Et en fait, je sentais, quand c'est aligné, il y a une espèce de palpitation où tu sens qu'il va se passer des choses excitantes. Et puis ouais, tu sautes dans le vide, en fait. C'est de l'adrénaline, en fait. Clairement. Et t'as collaboré et t'as dansé aussi pour des artistes comme Prince, Stromae ou Mika. Donc on va dire des jobs un peu plus commerciaux par rapport aux compagnies dans lesquelles t'étais. Quelle a été ton expérience la plus marquante dans ce type de collaboration ? Alors moi, ce qui m'avait marqué, c'était Prince, parce qu'on m'a appelé le matin, j'étais dans mon lit, à l'époque je travaillais sur Mozart l'Opéra Rock, et on m'a dit oui, Prince veut des danseuses pour le grand journal, ok, aujourd'hui, ce soir, est-ce que tu peux venir dans sa maison de disques l'après-midi ? J'ai dit ok, on pensait que c'était un peu une blague et que ça allait pas se faire, mais ça s'est fait un peu à l'improviste, donc... Moi, ce que j'aime, c'est ces moments improvisés dans la vie où le soir, tu vas te coucher, tu sais pas ce que tu vas faire de ta journée, et puis d'un coup, on te dit tu vas danser pour Prince. C'est ça que j'ai trouvé assez incroyable, en tout cas, sur nos métiers de freelance, c'est que tout est possible. Complètement. Et encore plus quand tu ne t'y attends pas. Des fois, comme tu dis, tu vas te coucher et tu te dis, le lendemain, j'ai prévu ça dans ma petite journée. Et il y a ça aussi parfois où tu as tellement des choses de prévues, de la vie normale, tu vois, que quand t'as une opportunité comme ça qui arrive, faut aussi devoir tout réorganiser à la dernière minute. Ça fait partie de nos métiers et je pense que c'est ça qui est beau aussi et ça permet de pas être dans une espèce de routine et de toujours rester animé par notre passion. T'as aussi beaucoup évolué dans le monde du théâtre et du cinéma. Comment es-tu passée de la danse pure, entre guillemets, à ces autres formes artistiques ? Il y a une audition en 2008 pour ce film qui s'appelle Nine de Rob Marshall. Et en fait, quand je suis allée faire l'audition à Londres, j'avais vu au Studio Harmonique, parce qu'à l'époque, il y avait encore des auditions un peu qui passaient affichées sur les murs, qui avait une audition pour ce film. Je ne savais pas du tout qui était Rob Marshall, qui a fait quand même beaucoup de films, Pirates des Caraïbes, plein de films, Chicago, entre autres. Je pense que j'y suis allée vraiment à l'aveugle, je sais pas, j'avais la moitié la grippe. Je suis allée faire ce casting à Londres avec une paire de pointes dans mon sac et une paire de talons aiguilles pour sortir, sauf que je me suis retrouvée là, il fallait être habillée en noir, avec vraiment les filles toutes habillées un peu en talons, tu vois, avec les collants et tout. Je me suis dit, oh là là, mais je suis pas du tout... hors thème, tu vois, je pense que j'étais à côté de la plaque, totale. Je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a amenée là. Pourquoi ? J'en sais rien. Et j'ai pris mes talons aiguilles, j'ai mis un short, j'ai fait l'audition et j'ai été prise et ça a été une expérience incroyable, je m'y attendais pas du tout.
tu vas en cours de chant. Moi, j'avais jamais chanté de ma vie. Et on te demande de jouer au-delà de la danse. Et ça m'a vraiment marqué profondément, ce film-là. Et ça m'a donné envie de faire des cours de théâtre par la suite pour justement amener du jeu dans la danse. Chose que je fais beaucoup aujourd'hui aussi dans mon travail chorégraphique. Et j'ai besoin qu'il y ait du sens à ce que je fais. J'ai besoin que le geste ait un sens. Yes. C'est suite à ça que tu as pris des cours chez Pygmalion ? Ouais. Ok. Et ça fait partie du coup de tes expériences qui t'ont le plus marqué, ce que tu m'as dit ? Ça m'a énormément marqué parce que c'était 6 mois de tournage avec les répétitions. C'est très très rare, il y avait énormément de budget, donc on a pu répéter 1 mois et demi. On répétait dans le décor avec Daniel Day-Lewis qui venait tous les jours nous voir dans son costume, regarder, s'inspirer. Voilà, les acteurs, c'était pareil, il y avait Marion Cotillard aussi. Enfin, tout le monde s'est énormément engagé dans ce film. Et c'est vrai que de faire un film où tu peux être complètement immergé, chose que c'est assez rare. Maintenant, des fois, tu as 3 jours de tournage, tu répètes une demi-journée de répétition. Là, non, en fait, le premier jour, c'était cours de chant, quoi, avec une partition, avec un mec qui arrive et qui joue au piano. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Plus Fergie des Black Eyed Peas qui vient chanter avec toi. Et tu te dis, ok, bon, après on a chanté en playback, celles qui savaient chanter ont été enregistrées, moi évidemment non. Mais c'est vrai que pour ça fait partie des belles surprises de la vie et qui te disent comment aller au-delà de la danse et te dire qu'en fait, le corps aussi, la voix, ça fait partie de la danse, puisque le visage, ça fait partie de la danse. Voilà. Et puis je trouve aussi que c'est une chance, encore une fois, tu vois, d'être sur des jobs où t'es payé et où en plus on te forme. Et ça, c'est incroyable. C'est souvent, quand tu fais un job, t'arrives, tu vois, t'as très peu de temps, t'apprends et tu repars et c'est tout. Et t'as eu le temps de créer du lien très rapidement avec les personnes avec qui tu travailles. Et là, d'avoir déjà 6 mois de tournage en tant que danseur, danseuse, c'est très très rare. Je pense que ça n'existe plus à l'heure actuelle. Ça se compte en petites semaines et en journées. Mais en plus de ça, quand tu vois, on te dit de venir, que t'as quelqu'un qui t'apprenne à travailler ton chant alors que c'était pas du tout ce qui était prévu, c'est trop cool. Il y a d'autres expériences qui t'ont marqué au-delà de ce film ? Alors, on avait un collectif, enfin, c'est pas moi qui étais à la tête de ça, c'était Corinne Puget, Juste Briller. Et ils avaient écrit une pièce de théâtre où moi j'étais greffée un peu après. Et ça m'avait vraiment marqué ce collectif parce qu'en fait, ils ont écrit la pièce et après, moi j'ai joué dedans. On a fait ça avec des bouts de ficelle, quoi. Au début, on s'est dit, allez, on loue le café de la gare, et après, on jouait au chapeau, tu vois, et après, on avait assez de recettes au chapeau, et on a loué plein de théâtres comme ça, et ça s'est fait. Et ça, cette expérience-là, qui est aussi un peu de l'auto-entrepreneuriat, quelque part, ça m'a énormément appris aussi, voilà, sur un modèle et aussi économique, et de jeu, en tout cas, de comment écrire une pièce ensemble de théâtre. Et en parlant de théâtre, après, donc t'es passé chorégraphe sur Les Souliers Rouges, qui n'est pas qu'une pièce de théâtre, qui est aussi une espèce de comédie musicale, si on peut dire ça comme Spectacle ça. Musical, Spectacle musical, il n'y a pas de théâtre dedans, du coup. Ok. Et qu'as-tu appris de cette expérience et aussi en travaillant avec Marie-Agnès Gillot ? Alors, sur Les Souliers Rouges, en fait, ça date en 2019. J'ai décidé de dire non à beaucoup de contrats, de faire de la place. Et je voulais déjà créer ma compagnie à cette époque. Et en fait, Les Souliers Rouges sont arrivés. À l'époque, on me dit, est-ce que ça te dérange s'il y a aussi Marie-Agnès Gillot qui est chorégraphe, vous êtes 2 chorégraphes. Je dis, mais pas du tout, en fait. Au contraire, c'est un honneur. Parce que Marie-Agnès, elle était disponible que quelques jours de création et pas dès le début de la création, parce qu'elle travaillait sur d'autres projets. Donc on avait une répartition, on va dire, chorégraphique. Donc je l'ai rencontrée sur ce projet, mais en vrai, on ne s'est pas vraiment rencontrés sur ce projet. On s'est rencontrés vraiment après ce projet où on a tissé des liens. Elle m'a même demandé après de travailler avec elle, de l'assister à la scène musicale sur un spectacle La boxeuse amoureuse avec Arthur H, à la mise en scène, à la chorégraphie, d'être son œil extérieur. Donc voilà, on a tissé des liens, on va dire, après. Et j'ai eu envie aussi de tourner Étoile de mer, le documentaire, parce que c'est quelqu'un qui est fascinant, Marie-Agnès, et j'avais envie de parler d'elle. J'aimerais pouvoir développer un jour ce documentaire. Mais voilà, en tout cas... Marie-Agnès, si tu nous écoutes. Voilà. Sur Les Souliers Rouges, en tout cas, c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment rencontrés artistiquement, on s'est rencontrés surtout après. Ok. Et comment ça se passe quand on est 2 chorégraphes sur un spectacle ? C'est très rare. Enfin, ça existe sur des events, mais sur un spectacle, il y a souvent
le chorégraphe et l'assistant chorégraphe. Oui, ou sinon, des fois, c'est des binômes. Par exemple, il y a des gens, ils chorégraphient à deux. Comment ça se passe ? Alors, nous, on nous avait fait une répartition sur les souliers rouges. Par exemple, moi, je devais m'occuper essentiellement des parties contemporaines, un peu de certains autres ballets. Je me suis occupée aussi d'autres ballets qui étaient sur pointe. Donc voilà, c'était la production qui avait fait une répartition. Selon aussi le temps où Marie-Nièce était là, elle était là très peu. Donc elle s'est occupée aussi beaucoup de Laurine Nounet, qui chantait dans le premier cast et qui n'était pas danseuse. Donc elle a été là essentiellement aussi pour l'accompagner et la coacher. Donc voilà, c'est des choses qui se mettent à la base et qui se répartissent, surtout quand on se connaît pas, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, ça m'intrigue, parce que généralement, quand tu arrives et que tu chorégraphies, ou que tu co-chorégraphies un show, un event, quoi que ce soit, les deux personnes sont là aussi, et il y a comment dire, en amont, il y a du travail, il y a de l'échange, il y a de la préparation pour être le plus efficient possible le premier jour des répétitions, parce que effectivement, après, il y a des danseurs qui attendent et qui sont là pour apprendre aussi des steps. Là, elle n'était pas là dès le début de la création. Elle le savait qu'elle n'était pas là. Donc, moi, j'avais fait une préparation, en tout cas sur mes ballets en amont, énorme, parce qu'il y avait très peu de temps. C'était la première fois que je travaillais avec Jérémy Lippmann, le metteur en scène. On a travaillé d'ailleurs après sur d'autres projets. Mais oui, en tout cas, moi, j'ai fait ma préparation dans mon coin et j'ai fait ce que je devais faire, quoi. Voilà, donc il y a de la prépa en amont. Moi, de toute façon, j'essaie de préparer en amont. Après, j'essaie de pas trop préparer parce qu'on travaille avec du vivant. Donc, j'essaie aussi de voir ce qui se passe avec les artistes. Et j'aime bien que ça soit comme une veste, quoi. Ils rentrent dans une veste et que ça leur ressemble et que ça les mette en valeur. Pour moi, c'est hyper important. Quand je travaille avec un danseur, déjà, je veux voir au-delà de la danse comment les mettre en valeur le plus possible. Ça m'excite énormément, en tout cas. Je te posais ces questions-là parce que je sais que j'ai des non-danseurs aussi qui écoutent le podcast et pour qu'ils essayent un peu de comprendre aussi comment ça fonctionne. Et c'est vrai que parfois, on a du temps en amont pour travailler sur nos chorégraphies parce qu'on a les musiques, parce qu'on a l'idée du spectacle, etc., pour lequel on va bosser. Et parfois, on n'a rien. Et parfois, on arrive aussi le jour J avec, voilà, c'est le son. Et tu dois aussi, en très peu de temps... voilà. Ça m'arrivait plein de fois d'arriver où le son, il n'était pas fait, où tu travailles avec parfois des directeurs artistiques qui sont aussi en lien avec d'autres prods et des clients qui changent tout le temps. Donc, il faut changer tout le temps les tableaux, il faut changer tout le temps. Et en même temps, il faut faire attention parce que tu travailles avec des humains et tu peux pas changer tout le temps. Donc, il faut aussi faire du lien avec les danseurs, quoi. On est quand même des humains, donc... Je pense qu'il faut garder toujours une bonne communication et du respect, mais oui, ça arrive parfois qu'on te change tout. Par exemple, nous, on nous a appelés avec Mathieu pour chorégraphier l'ouverture du Red Sea International Film Festival. Surtout que nous, avec Mathieu, quand on danse ensemble, on a un certain type de travail, on se touche énormément, on rentre énormément en contact. C'est en Arabie Saoudite ? Voilà. T'as fait lequel ? Red Sea. En quelle année ? L'année dernière. Je devais le faire en 2020 et malheureusement il y a eu le Covid. Donc t'as dû faire t'as fait la première version 2020. T'en es en quelle année ? 2023. T'as fait la troisième, deuxième du coup. Deuxième ou troisième, je sais plus. Bon, moi j'ai pas pu partir parce qu'il y avait les souliers rouges, du coup Mathieu est parti. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, oh là là, on peut pas se toucher. Je me souviens qu'on avait eu cette problématique-là parce qu'on nous avait dit, attention, c'est un pays où du coup, faut respecter certaines demandes, etc. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand tu as une certaine gestuelle et une certaine manière de collaborer aussi avec quelqu'un et que tu connais ton partenaire, c'est difficile aussi de changer. Puis moi, j'aime le contact physique. Oui. Et donc ensuite, en 2021, tu as décidé de fonder ta propre compagnie, donc réellement, parce que l'idée, elle était venue pendant le Covid. Ta compagnie s'appelle la Mama Company. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce cap ? Donc tu l'as expliqué brièvement tout à l'heure. Tu voulais aller, je pense, vers plus de choses qui étaient en accord avec toi et tes valeurs. Et pourquoi ce nom ? Et quelle est la ligne artistique que tu veux défendre avec cette compagnie ? Alors ce nom, j'ai cherché plusieurs noms bien évidemment. La Mama, c'était, en fait j'avais cette image, d'abord une image avant d'un nom, comme les poupées russes, les matrioshkas. Ouais. T'en ouvres, il y en a toujours une autre qui sort, et j'aimais bien cette image qu'en fait la création elle est infinie en fait, elle est toujours là. Et donc j'ai décidé de l'appeler la Mama. C'est vrai que c'est très connoté italien, je suis pas italienne du tout, donc parfois ça porte à confusion. Je dis, voilà. En plus, vu comme tu disais tout à l'heure, on croit que t'es latine, c'est vrai que ça doit
Ouais, c'est vrai que bon, mais j'ai décidé de faire cette compagnie à la base. C'est vrai qu'en plus de ça, je l'appelais la Mama, donc tout le monde pensait que c'était avec Mathieu que je créais la compagnie. Alors c'est peut-être parce que je suis une femme seule, j'en sais rien, je peux me faire plein de films, mais c'est vrai que souvent on a dit vous avez fait votre compagnie avec Mathieu. En fait, c'est pas le désir de Mathieu, c'est le mien, même s'il est là, il m'accompagne, et je pense que la prochaine création, je lui ai demandé s'il était OK qu'on la fasse ensemble. J'ai vraiment très envie et j'adore. Mathieu, c'est mon compagnon, c'est mon mari. Et mais voilà, donc j'avais envie de créer cette compagnie en 2021 et ça a pris du temps à mûrir dans ma tête parce que je me sentais pas forcément légitime, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le grand mot de tous les artistes, je pense. Voilà, non mais c'est vrai. De 2017, j'étais toujours en studio à travailler et tout ça. J'avais déjà très envie de créer. J'arrivais pas à peut-être ou me sentir légitime ou à me dire allez lance-toi, en fait c'est ce que tu veux faire, et je sais pas, j'avais un espèce de frein. Un syndrome de l'imposteur ou pas? Des fois c'est un peu lié. Hein. Non, peut-être pas le syndrome de l'imposteur, une peur en tout cas, une peur. Ok. Et en 2019, justement quand j'ai refusé tous ces contrats, je me dis allez je veux faire ma compagnie, puis il y a les souliers rouges qui sont arrivés, et puis finalement t'as vu le temps Covid, et 2021 tu ouvres ta structure administrativement parlant. Oui, parce qu'après, et avant tout ça, il y a l'administratif. Et c'est quoi la ligne artistique que tu veux défendre avec cette compagnie ? Moi, je veux défendre plus de parité, toujours de la diversité. J'ai appelé la Mama Company et pas la Mama Dance Company, même si parfois je me dis est-ce que je change pas le nom, mais en même temps, je préfère l'appeler la Mama Company parce que je veux pas être que dans un vecteur danse. Parfois, dans mes pièces, je travaille avec des comédiens. Je rajoute du texte, j'aime le travail de la voix et j'aimerais aussi faire intervenir d'autres personnes que moi-même, justement travailler avec Mathieu sur la prochaine création et que ça soit aussi hybride dans les formes artistiques. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as ressenti en 2019 que tu avais le besoin de chorégraphie plutôt que de danser ? J'avais encore besoin de danser énormément, mais je pense que j'avais pas de frustration, on va dire. J'avais plus besoin de dire il faut que je sois sur scène, ou j'avais encore envie de danser. Non, je pense que j'avais vraiment envie de transmettre, parce que la chorégraphie, c'est aussi une forme de transmission et de partage. Et je pensais que j'avais envie de faire ça à ce moment-là. Tout à l'heure, tu parlais du côté administratif. Quand on monte une compagnie, ou même un projet tel qu'il soit, il y a toujours... le côté administratif, et on pense aussi beaucoup à l'aspect artistique quand on veut monter sa compagnie, partager ses valeurs, véhiculer des messages, etc. Tu t'attendais à cette réalité administrativement parlant, oui, je m'y attendais. C'est vrai, quand on dit les intermittents, ça va, vous avez la vie belle et tout, mais des fois tu fais des dossiers jusqu'à minuit. Comment te dire Voilà, je m'attendais pas à faire autant de dossiers, et effectivement j'ai appris énormément en faisant plein d'erreurs administratives. Faire un dossier DRAC, j'ai pas été formée à ça, donc je pense que voilà, j'ai appris plein de choses. La DRAC, c'est la direction régionale. Ouais. Je remettrai dans la biographie ce que ça signifie. Oui, par exemple des subventions DRAC ou de région, ou d'autres types de subventions où tu dois faire des dossiers bien précis, et il y a des administrateurs dans les compagnies. Moi, j'en ai pas. Je préfère privilégier le peu d'argent que j'ai pour les artistes plutôt que d'abord pour les danseurs. J'ai malheureusement pas d'administrateur, donc voilà, je fais tout toute seule. Et effectivement, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et c'est surtout un métier que je sais pas faire, donc que j'ai appris à faire. Sur le tas. Voilà. Et en tant que femme à la tête d'une compagnie, t'as ressenti des difficultés spécifiques ? En tant que femme à la tête d'une compagnie, alors oui, dans le sens où je trouve que c'est beaucoup plus compliqué parfois d'être soutenue qu'un homme. Alors peut-être c'est un jugement débile, mais en tout cas de ce que je vois autour de moi, j'ai l'impression que quand t'es une femme, c'est en tout cas je regarde d'un œil extérieur, c'est plus dur d'avoir un soutien en tout cas. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on fait plus confiance aux femmes ou pas aujourd'hui ? C'est une question. S'il y a des personnes qui écoutent cet épisode et qui ont la réponse à cette question ou qui ont un avis à donner là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Tamara, ça pourrait être
cool d'échanger sur vos connaissances aussi et sur votre vécu. Ouais. Peut-être pour se sentir moins seul. Ouais, et puis aussi au-delà de la compagnie, c'est des choses que j'ai pu entendre, en tout cas en tant que chorégraphe, tu vois, quand j'ai pu parler sur certains projets avec des personnes où on m'a posé des questions. Oui, est-ce que tu as des enfants ? Parce que si tu as des enfants, tu sais, il va falloir être disponible. Voilà, c'est des choses comme ça en tant que femme où je vois une différence, où est-ce qu'on la pose cette question aux hommes ? Est-ce que tu as des enfants ? Parce que si tu as des enfants, il faudra que tu sois disponible. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont choquée. Et oui, j'ai entendu ces choses-là souvent. Oui, en tant que femme, est-ce qu'il y a du soutien ou pas ? Je sais pas. J'ai l'impression que les femmes, on doit travailler un peu plus pour être soutenues et qu'on a souvent plus de cordes à notre arc et qu'il faut déployer un peu plus d'énergie. Oui. Mais je pense qu'il y a toute une notion aussi liée à la charge mentale, tout ça qui demande de déployer peut-être plus d'énergie. Mais je pense que ça reste encore des enjeux sociétaux qui sont en train de changer. J'ai un petit peu l'impression avec la libération ou pas de la parole. Oui, moi je trouve que c'est génial de voir la libération de la parole. Vraiment, c'est super tout ce que les nouvelles générations font sur la santé mentale, sur la libération de la parole. C'est... Ouais, je suis vraiment époustouflée. Mala Femana, ça aborde, alors sans transition, les violences faites aux femmes. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'aborder ce sujet à travers la danse ? Comment l'idée de cette pièce est-elle née ? Alors, parler des violences faites aux femmes, moi-même j'étais victime de violences très jeune, violences physiques et verbales. Donc c'est forcément quelque chose qui me touche et j'avais envie d'en parler parce que même si elles ne sont pas physiques, on vit des violences quotidiennes. Tu vois, quand je te dis, on me demande est-ce que tu as des enfants ? Parce que sinon il faut être là. Comment c'est ton corps ? Est-ce que, en tant que danseuse, même en tant que chorégraphe, j'ai entendu des choses sur le physique des danseuses, ou même en tant que danseuse, j'ai entendu comment elle est maintenant, est-ce qu'elle a grossi, pas grossi, enfin voilà. Donc tout ça, c'est des formes de violence où pour moi, en tant que chorégraphe, je pense que j'ai envie de faire passer des messages, et en tout cas avec cette pièce, j'ai questionné tout ça. Et j'ai aussi questionné la virilité chez les hommes. Du coup, j'ai lu un super livre d'Olivia Gazalet, qui est une super philosophe, Le mythe de la virilité, pour essayer de comprendre tous ces mécanismes sociétaux et historiques, de manière historique. Et ça m'a énormément plu. J'avais pas envie de parler que de la violence faite aux femmes, j'avais aussi envie de parler de la violence de la virilité dans cette pièce, que je danse avec Mathieu, qui est mon compagnon. Et du coup, c'était assez incroyable de danser une pièce qui parle de violence avec mon compagnon. Donc, je l'aborde pas de manière frontale, en tout cas la violence physique dans les corps. Je l'aborde de manière poétique, voilà, par différents prismes à l'intérieur de la pièce. Et cette pièce, elle a été récompensée par le prix du public lors des synodales, qui est un concours chorégraphique contemporain. Oui. Et tu as eu du coup avec ta compagnie d'autres récompenses, Dream a Little Dream of We, doublement primé au festival Le Temps d'aimer la danse, prix du jury et prix du public, et lauréat de la Fondation Louis Vuitton. Comment ces distinctions, elles influencent ton travail et tes opportunités ? Alors, ces distinctions, elles sont assez importantes quand on n'a pas de soutien, on va dire, institutionnel au niveau de subventions, ou aussi, comme je fais toute seule la diffusion. En tout cas, au départ, je ne voulais pas faire de concours chorégraphique. J'en ai fait un. Et je me sentais pas vraiment à l'aise et je me dis plus jamais j'en ferai un, parce que j'avais extrait justement un bout de ma pièce Mala Femana et je trouvais ça bizarre d'extraire un bout pour un concours chorégraphique. Sans contexte finalement. Sans contexte, c'était un bout au milieu, enfin voilà. Je me suis dit c'est un peu compliqué, ma pièce, bon j'avais déjà des dates qui allaient arriver donc je me suis dit non. Et en fait je danse à Arcachon, donc au festival Cadence, le duo, la pièce complète, et en fait on vient me chercher à la fin et on me dit écoute, bravo pour ta pièce, est-ce que tu voudrais présenter un bout de ton duo au concours, il y a une compagnie qui part. Je dis moi les concours j'ai plus envie d'en faire, je sens que c'est pas pour moi. Elle me dit mais t'as tort, c'est une façon de montrer ton travail et tout. Donc je suis allée la semaine d'après et j'ai repensé à mon petit bout, comment le faire. Et je me suis rendu compte que ça m'avait ouvert quand même pas mal de portes, et des lieux de résidence, et aussi de l'argent, et des accueils studios, des coproductions, de la diffusion. Donc au départ, moi
terrorisée par les concours. J'ai jamais fait de concours aussi en tant que danseuse. C'était vraiment pas mon truc. Et en fait, ça m'a apporté énormément quand t'es en début de carrière avec ta compagnie et que personne, on va dire, t'envoie un dossier et en fait, personne voit ton travail. Donc tu dis, ok, je vais mettre mes fesses sur le plateau et je vais vous montrer mon travail. Vous aimez pas, mais c'est une façon de le montrer en vrai. Là où parfois, tu reçois un dossier, ils savent pas qui tu es, blablabla. Enfin, en tout cas, voilà, ça a été... ça m'a vraiment aidée pour ça. Complètement, puis c'est une forme de preuve sociale, en fait, finalement, de recevoir des récompenses, de montrer que, voilà, ce que vaut mon travail, et donc, ça peut déboucher peut-être même parfois à avoir accès à des subventions. Oui. Oui, complètement, parce que quand on a des coproductions et quand on a... que du coup, on a plus de dates, au plus tu as de dates, au plus tu as de subventions. Donc, effectivement, après, c'est un truc qui commence à rouler, en tout cas. Tu travailles aussi sur d'autres créations. En ce moment, tu es sur Parle avec elle, un trio intergénérationnel féminin. Est-ce que tu peux nous parler de cette pièce et de ce qu'elle souhaite transmettre, de ce que tu souhaites transmettre à travers cette pièce ? Alors, c'est une pièce où j'avais envie de parler du coup du lien intergénérationnel entre les femmes, à peu près à chaque fois entre 20 ans d'écart entre chaque femme, où il y a de la danse, du théâtre. J'avais vraiment envie de... Et comme en fait, je suis un peu dans l'âge du milieu, j'ai envie de dire, dans cette génération, j'étais à un moment où je me posais des questions sur ce qu'il y avait avant et sur le futur et comment on avait communiqué et... Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune et qu'est-ce que j'aimerais demander justement à des personnes plus âgées de plus de 70 ans. Et en fait, quand on a fait les premières résidences, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de communication, qu'on se posait des questions et ça a été hyper enrichissant et je pense que les créations, elles sont faites pour ça aussi, pour grandir, pour monter en conscience. Voilà. C'est marrant parce que du coup, ce qui est chouette avec cette pièce, c'est le côté, donc tu disais, intergénérationnel et aussi les âges divers et variés dans cette pièce auprès des 3 femmes. Je trouve très bien de représenter ça parce qu'on a souvent tendance à associer la danse à la jeunesse et surtout à dire qu'après 30, 35 ans, ta carrière elle est terminée. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti une pression liée à l'âge dans ton parcours ? Alors, personnellement, je me suis jamais mis la pression. En tout cas, moi, avec moi-même, j'ai toujours été en accord avec ça. Après, ce qui a toujours été un peu bizarre, c'est « Oh là là, tu fais plus jeune que ton âge. Oh là là, mais t'as pas vieilli. Oh là là. » Enfin, tu vois, c'est toujours des petites remarques. En fait, on s'en fout, quoi. Il n'y a même pas lieu de faire une réflexion sur ça. Mais c'est plutôt les autres qui m'ont amenée à mon âge. En tout cas, je parle dans mon expérience. Oh là là, mais là, maintenant, il va falloir y aller. Tu vois, toujours des petits commentaires. Ou par les kinés, oui, maintenant, l'âge, peut-être il va falloir songer à s'arrêter. Et je te parle de ça d'il y a 8 ans, tu vois, où j'étais bien en forme et tout, tu vois. Donc voilà, toujours des réflexions extérieures où... Il y en a encore aujourd'hui, des réflexions comme ça. Il y en a encore aujourd'hui des réflexions comme ça. T'en entends Oui, j'en ai déjà eu aussi. Ah, pour toi aussi. Ouais. Ensuite, après l'opération de ma main, on m'a dit, droit dans les yeux, faudrait peut-être songer à changer de carrière, parce que là, ça va être compliqué pour vous de reprendre. Super, merci pour le soutien psychologique. Mais ouais, il y en a encore. Et... Ouais, il y en a toujours. Ouais. Quand t'as 25 ans, déjà, on te dit... Je faisais des castings aussi de comédiennes, des fois, et parce qu'on me mettait souvent pour les trucs de latina, j'étais là, mais en fait, ne m'envoyez pas sur les castings de comédiennes latina, je ne sais pas parler espagnol, en fait. Arrêtez, là, s'il vous plaît. Et en fait, on te disait, non, mais t'as 25 ans, il faut que tu triches, il faut que tu mentes sur ton âge. Il y a encore quelques années, je suis allée à un casting de pub et j'ai dit mon âge et elle me dit, on ne fait pas partie de la même catégorie. Ok. Ouais, une jeune femme. Et je lui dis, c'est sûr, on ne fait pas partie de la même catégorie. Donc voilà, c'est toujours des petites remarques qui viennent aussi par des hommes, par des femmes et qui sont malaisantes. Et que du coup, je pense qu'il y en a aussi qui se retirent inconsciemment parce qu'ils ne se sentent pas à leur place ou parce qu'ils se sentent dévalorisés. Et je vois maintenant de plus en plus justement les générations qui se mélangent dans plein de milieux, qu'on prend des personnes de tous les âges. Mais c'est vrai qu'il y a ce poids-là et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser à se dire putain à 40 ans t'as encore envie de danser, d'être sur scène, et on s'en fout en fait, tu vois, il faut vraiment dépasser tout ça, est-ce que les gens pensent, et oui effectivement il y aura toujours des gens pour juger, pour dire des choses, mais il faut vraiment, comme dit mon père,
Ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Voilà. Je suis très d'accord avec ce dicton-là. Comment tu vois, toi, l'évolution du rapport à l'âge dans la danse aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que le milieu progresse sur ce sujet ? Ouais, je pense que ça progresse quelque part. Après, on rentre toujours dans des quotas un petit peu, tu vois. Là, il y a eu un moment où tout le monde a voulu faire des pièces un peu avec des personnes plus âgées. Bon, moi aussi, mais c'est même si ça fait 4 ans que j'imaginais cette pièce. C'est bien, c'est ce qu'il faut pour faire évoluer les choses. Je trouve que par contre, en télé, c'est vrai qu'on demande toujours un peu de fraîcheur. J'ai pas osé le dire. J'aime pas ce mot-là, en tout cas, mais j'aime pas ce mot-là. C'est un mot transcrit, c'est pas un mot de ma bouche. Bien sûr. Et ça, j'aimerais en tout cas que dans la danse, surtout la danse commerciale, il y a une espèce de truc où il faut être frais, pimpant. Et quoi, en fait, c'est parce que tu as 40 ans que tu peux pas être frais et pimpant. En tout cas, on mettra toujours un chanteur, peu importe l'âge qu'il a sur le plateau. Et pourquoi ça dérange d'avoir quelqu'un derrière qui est peut-être, ce que tu disais tout à l'heure, moins désirable dans un inconscient collectif. Donc oui, il y a certains milieux où ça bouge, où c'est moins dérangeant, mais il y en a d'autres où il y a quelque chose de tabou. Et comme je te disais tout à l'heure, je prends vraiment un exemple, Aïssa Maïga, la comédienne qui avait parlé au César, la responsabilité des productions face à la diversité, parce que c'est souvent les productions au cinéma qui choisissent les rôles et qui vont du coup faire en sorte de choisir, de faire avancer ou pas la société, quand même. Donc je pense que c'est pareil, on a tous une responsabilité. Moi aussi, aujourd'hui, en tant que chorégraphe, je fais de mon mieux. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux. Mais je pense aussi que les productions ont une responsabilité pour plus de diversité, et aussi pour qu'il y ait des personnes de toute génération sur un plateau, même si c'est pas encore gagné, parce que même moi j'entends des réflexions. Ah oui, à cet âge-là, peut-être qu'elle a des enfants, qu'elle sera pas là, elle pourra pas venir en tournée. En fait, tu sais pas, donc voilà, t'entends des choses. De 1 et de 2, est-ce que ça dérangerait que je ramène mon enfant sur la tournée ? Tiens, moi je vois des mamans, danseuses, chorégraphes avec leur enfant. Ça dérange quelqu'un ? Non ? Enfin. Oui, il faut repenser nos modèles de travail. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Pina Bausch, dans sa compagnie, il y avait toujours les enfants qui étaient partout. Enfin, voilà. Déjà, en France, les enfants, on les cache dans les restaurants, excuse-moi, mais il n'y a jamais de place pour les enfants. En Italie, par exemple, les enfants sont toujours beaucoup plus welcome. Dans les restaurants, il y a des choses qui sont beaucoup plus mises en place. En France, et justement, je reviens au discours d'intergénérationnel, on a scindé un peu la société, tu vois, mais du coup, il n'y a pas de choses qui sont mises en place pour créer du lien et pour être ensemble, vraiment. C'est très vrai ce que tu dis. Je reviens aussi sur la peur de l'après, tu vois, par rapport à l'âge, etc. Est-ce que toi, tu as ressenti une certaine pression par rapport à ça ? Parce que tu sais, c'est un sujet qui revient assez fréquemment de « qu'est-ce que je vais faire après ?» Non, j'ai pas senti cette pression-là. Encore une fois, c'est les autres qui m'ont ramené à certaines choses-là. Quand j'ai eu le contrat des souliers rouges à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, ok, mais après, tu veux faire quoi ? À part ça, tu veux faire quoi ? Entre guillemets, à part chorégraphe, bon, après, tu veux faire quoi ? Genre, ok, c'est bon, quoi. » Voilà, c'est des choses où je me suis dit « Mais en fait, la danse... c'est toute ma vie. » C'est un peu kitsch de dire ça. Mais fait, je sens que j'ai besoin de m'exprimer. Peu importe le vecteur, c'est pas... Moi, j'ai besoin d'être créative. Donc l'après, je me suis jamais posé la question, mais j'ai noté quand j'étais aussi en compagnie, notamment au Ballet de Marseille à l'époque, où il y a plus d'accompagnement dans les compagnies, plus de formation. Mais c'est vrai que j'ai vu aussi des danseurs de l'opéra, quand t'as 42 ans, t'es à la retraite. Et l'après, comment ça se passe aussi quand t'es en compagnie, que t'as toujours été en CDI et que tu sais pas comment il est le monde extérieur, entre guillemets, il faut des accompagnements aussi psychologiques. Et que si les personnes ont envie de rester dans un milieu artistique, il faut les encourager. Et c'est pas se dire, ma vie, elle est finie, parce qu'il y a des gens, ils brûlent d'être à l'intérieur, d'être toujours dans un milieu artistique, d'être créatif, et il faut pas leur couper les ailes, quoi. Complètement. Tu parles de créativité, et toi, qu'est-ce qui te permet de rester créative et inspirée en gérant tout un tas de projets ? Alors, la créativité, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Soit c'est d'être en studio et des fois de pas être inspirée et de me retrouver face à me dire aujourd'hui j'ai pas d'inspiration. Ça aussi, c'est de se dire ok, stop. Ça peut être de boire un thé, ça peut être avec toi de discuter. Du coup, les idées elles émergent.
C'est juste rester dans le moment présent. Je pense que la créativité, c'est le moment présent et c'est d'être ancré sur ce qui nous entoure. Tout est, tu vois, je vois ta lumière sur le mur, je trouve ça stylé et je me dis, tiens, ça c'est créatif. Voilà, faut juste regarder le monde en fait. Yes, très belle parole de sagesse. T'as évolué donc dans plein d'univers artistiques, ce qu'on dit depuis le début de l'épisode, danse, théâtre, comédie musicale. Et est-ce que tu as constaté une différence dans la place des femmes selon ces milieux ? Alors, quand j'ai vu ta question, j'ai pensé à un truc qui m'est venu à l'esprit. Parce que j'ai fait des comédies musicales, certaines comédies musicales, et dans chaque comédie musicale, genre Mozart l'Opéra Rock ou 1789, évidemment, et je crois que ça arrive dans d'autres comédies musicales, il y a toujours la scène, je veux pas être choquante, des prostituées. Ouais. Tu vois, où il y a la scène, ou même dans Notre-Dame de Paris, le tableau des prostituées et tout. Parce que c'était d'époque aussi. C'était d'époque, donc effectivement, il faut montrer ça, et c'est bien d'en parler. Après, ça reste sous un prisme masculin, puisqu'effectivement, c'est souvent la création, en tout cas, pour ma part, les spectacles sur lesquels j'ai travaillé ont été essentiellement créés et conçus et vus à travers un regard masculin. Donc moi, j'ai aucun problème à parler des prostituées, elles existent et il faut en parler et elles font partie de la société. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourquoi dans certains spectacles musicaux, on va toujours privilégier un homme comme si c'était plus vendeur ? Effectivement, c'est peut-être plus vendeur, mais ça vient du coup du public. Et ce que je disais tout à l'heure, dans notre inconscient, pourquoi les femmes vont vouloir voir plus un homme qu'une femme sur scène ? Tu vois ? Pourquoi du coup les productions ont mis l'habitude de mettre des sujets masculins à chaque fois en avant, où on parle d'histoire d'hommes. Dans l'histoire elle a été créée comme ça, mais aussi on a une responsabilité aussi de changer, d'être plus dans une parité et une équité. Mais effectivement, c'est vrai, quand peut-être tu le vois sur des spectacles musicaux, les gens ils sont là essentiellement pour voir les mecs chanter, quoi. Mais tu te dis, alors... nous, en tant que femmes, à quel point on supporte les femmes ? Voilà, c'est une question ouverte. Si vous voulez y répondre... Et écoutez, il y a un espace commentaire sous l'épisode, donc n'hésitez pas à partager vos réponses ou même en privé pour débattre sur ce sujet-là. Et quand tu étais danseuse aussi, tu te rendais compte de la sous-représentation des femmes à des postes de direction et de production ? Quand j'étais danseuse, je pense que je m'en rendais pas vraiment compte. Je pense que moi je suis plus âgée, donc je viens d'une époque où on parlait pas vraiment de ces sujets-là. Non, je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte, mais en même temps, tout était toujours vu à travers un regard masculin, et ça, je pense que je m'en rendais compte et qu'il y avait quelque chose en moi où j'avais besoin de sortir une féminité sauvage et pas une féminité vue par un prisme différent, on va dire. Ok. Donc aujourd'hui, tu t'es rendu compte de tout ça, parce qu'en plus tu travailles maintenant dans la production aussi un peu avec ta compagnie. Donc tu vas démarcher, donc tu es la première concernée par si tu vas être acceptée ou pas, ou quoi que ce soit. Quel changement du coup t'aimerais voir pour améliorer la place des femmes dans la danse et dans la création artistique ? Pour créer un changement dans la place des femmes dans la danse et la création artistique, je reviens encore à tout à l'heure, c'est plus de soutien, en tout cas, de la part des institutions, de soutenir plus les femmes, que ça soit administrativement, au niveau des subventions, financièrement, leur donner les moyens aussi de pouvoir créer, d'être accompagnées. S'il y a des personnes qui, encore une fois, écoutent cet épisode et qui sont arrivées à ces cinquantaines de minutes, si vous avez des incubateurs ou des organismes ou des choses comme ça à partager, n'hésitez pas, vraiment. Ça peut être utile pour une autre personne ou une tierce personne. Moi, je connais l'incubateur. Là, il y a la Fabrique de la danse qui s'occupe de ça. Bon, je n'ai jamais fait partie de cet incubateur, mais ça, c'est pas mal. Et voilà, s'il y en a d'autres, de ne pas hésiter à les mettre dans les commentaires, que ce soit en France ou pas en France d'ailleurs. On n'est pas obligé de monter sa compagnie en France parce qu'on est français. Et je pense qu'aussi, ce qu'il faut, c'est communiquer entre nous aussi. Je pense qu'entre danseurs, on communique énormément. Entre chorégraphes, on est beaucoup plus isolés. Donc, parfois, on communique. Ça m'arrivait d'appeler pour savoir un peu les tarifs, comment... Ouais. Il ne faut pas hésiter à s'appeler et poser des questions parce que c'est vrai qu'on est isolé. Plus isolé, en tout cas. Moi, je me sens beaucoup plus isolée que quand j'étais...
danseuse, mais pas hésiter à parler, à communiquer. Et je trouve que justement, cet incubateur, j'ai l'impression que ça fait rencontrer des chorégraphes et à discuter sur ce qu'on traverse justement sur les dossiers, il y a des petits tips aussi à avoir. Moi, j'ai découvert plein de petits trucs. Si vous avez des questions, moi aussi, je suis vachement... je peux répondre à ce que je peux, en tout cas, mais c'est vrai ou des petites choses que j'ai apprises un peu toute seule, ou en voyant, ou en observant et en faisant. Mais je pense que l'important, c'est aussi de communiquer entre nous, parce que chacun a sa place et on est tous complémentaires et on peut s'aider et se supporter et s'élever ensemble. Complètement, et puis surtout quand tu débutes et que tu commences quelque part, t'as pas toutes les clés, t'as pas toutes les infos, tu vois, ne serait-ce que la rémunération. Ouais. Et il faut vraiment pas hésiter, comme tu dis, à demander de l'aide, à savoir est-ce que la rémunération là qu'on me propose, elle est juste, oui. Est-ce qu'elle est correcte, est-ce qu'elle est pas du tout correcte, parce que souvent aussi quand on commence, on a tendance à nous proposer des prix au rabais. Et je pense que c'est pas parce que tu commences et que t'as pas d'expérience sur ton CV que t'as pas d'expérience tout court. Par exemple, moi je dois faire mes prix de session de mes pièces. Prix de session, c'est-à-dire combien vaut ma pièce, le coût plateau, tout ça. Et c'est vrai que parfois tu dis mais à qui je vais demander, c'est toi qui fais les choix. On aime bien quand même avoir... quelqu'un qui te guide aussi. C'est pour ça que j'ai pas d'administrateur, mais c'est vrai que du coup, tout ça, faut pas hésiter à demander, poser des questions. C'est essentiel. Quel regard tu portes sur l'évolution de la danse aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des combats que tu aimerais voir avancer dans le milieu, autres que tous ceux qu'on a abordés ? Alors, je trouve qu'il y a plein de choses qui avancent déjà énormément, et je suis trop heureuse de voir ça, de voir aussi la maturité... ta maturité, par exemple, tu vois, des nouvelles générations, et de voir comment vous êtes aussi des entrepreneurs, comment vous vous lancez, comment vous n'avez pas peur. Moi, à ton âge, je pense que j'aurais jamais fait ça, j'aurais pas eu ton courage. Oula, attention, j'ai encore très peur. Ouais, on a toujours peur, mais la peur, ça nous quitte pas, ça fait partie du doute, ça fait partie d'avancer, ça nourrit. Si on doutait pas, ce serait un peu bizarre quand même. Je pense qu'on n'en parle pas justement du doute, mais moi, en tant que chorégraphe... je doute tout le temps sur est-ce que je peux faire mieux, comment m'améliorer, comment je peux parler, faire passer mes messages, même en tant que danseuse. Bon, maintenant, ça me fait bizarre quand je suis sur un plateau, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais sur un plateau ? Et je doute, tu vois, je me questionne tout le temps, parce que je danse encore un petit peu, même beaucoup moins, mais je danse quand même parce que parfois, ça nous quitte pas, quoi, quand on a envie d'aller dans la transe, quoi. Exactement. Et oui, donc t'as d'autres choses que t'aimerais voir avancer dans le milieu ? Les conditions de travail, en tout cas, je trouve que je parle de l'opéra qui a fait la grève il n'y a pas longtemps, le corps de ballet, pour avoir les mêmes conditions salariales que les musiciens. C'est vrai que dans les conventions collectives, il y a des choses encore à faire évoluer. Pourquoi les conventions collectives sont plus pour les musiciens et moins pour les danseurs dans les salaires, alors que un danseur, on connaît qu'on a une carrière plus courte qu'un musicien qui pourra jouer un peu toute sa vie, quoi. Donc oui, il faut quand même valoriser ce métier qui est plus court, on va dire, on espère plus long dans le temps maintenant, mais en tout cas valoriser nos salaires. C'est comme si la parole avait plus de poids que le geste. Et je trouve que moi, ce que j'aimerais changer, en tout cas, c'est le public, c'est l'administration, donner aussi beaucoup d'importance au langage du corps, en fait. Parce que je trouve qu'un danseur, si on nous dévalorise souvent, c'est parce qu'il n'est pas compris ce langage du corps, quelque part. Comme si c'était moins intelligent. Surtout en France, on a ce côté, on est très intellectuel et la parole a beaucoup plus de poids que les gestes. Donc je pense qu'il faut déconstruire aussi tout ça, au-delà de ça, pour pouvoir valoriser le travail du corps. Je suis complètement en ligne avec ce que tu dis. Il y a encore beaucoup d'injonctions, je trouve, sur les danseurs de « Ah oui, tu bouges juste ton corps » et parce qu'en plus, parfois, même quand tu es une femme et que tu vas travailler peut-être un peu plus ta sensualité ou dans des énergies féminines, on va t'associer très rapidement juste à un corps qui sait bouger et qui est juste, entre guillemets, sexy. Oui. Alors que non, ça fait partie de qui a envie déjà de travailler ça. Et aussi, ça fait partie c'est une infime partie de la danse. Ça veut pas dire que je suis rattachée à ça ou que je suis ça. C'est comme un acteur, quand il joue un rôle, il n'est pas forcément le rôle qu'il joue. Un danseur, c'est pareil. Et je trouve qu'on oublie trop ça aussi
je pense pas les danseurs oublient ça, mais les personnes un peu plus lambda. Justement, c'est de pas oser incarner son corps complètement, tu vois. Et je pense que les gens ont très peur du corps. Et ce que tu dis, de se dire, ah, mais si tu bouges un peu de façon sensuelle, c'est un peu encore interdit, ou c'est facile. Ben non, c'est pas si facile que ça. Et aussi, nous, on est toujours en jogging en salle, en chaussettes. Et je pense qu'inconsciemment, quand tu travailles sur des spectacles, il y a un rapport qui est pas pareil à une personne qui est habillée en chaussures et qui va venir chanter. Non. Nous, on est un peu... je pense que c'est inconscient, comme nous, on est les humains un peu... à juger beaucoup les apparences. Il y a un peu ce côté apparence en jogging, en chaussettes, un peu infantilisant. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais changer énormément, qui m'a aussi beaucoup pesé. Genre, là, on n'en parle pas trop. C'est l'infantilisation dans la danse. C'est quelque chose qui, un peu tout le long de ma carrière, m'a pesé. Et je trouvais que justement, dans le théâtre, on se parle énormément et on infantilise moins les gens. Donc, je trouve qu'il y a énormément de travail à faire sur ça. À quel moment tu as ressenti qu'il y avait de l'infantilisation au-delà du jogging basket, tout ça? T'as des exemples? Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais c'est sur certains contrats que j'ai pu faire dans le passé, de la manière dont on nous parle. Non, là, j'ai vraiment pas du tout d'idée en tête, mais c'est quelque chose qui m'a pesé en tout cas. Ok. Écoute, l'épisode touche bientôt à sa fin, Tamara. Comment la danse, ça a changé ta vie, au-delà de l'aspect professionnel? Pour moi, la danse, c'est aussi thérapeutique. Donc, comment ça a changé ma vie Je sais pas, parce que ça fait partie de ma vie, donc ça l'a pas changé. Ok. Ça t'a permis, je pense peut-être aussi grâce à la danse, de pouvoir faire passer des messages? Ouais, et puis quand je suis sur scène, je le fais pas que pour moi, j'essaie de penser au public et j'ai envie vraiment que le public puisse danser à travers moi. Donc je déploie une énergie où j'essaie aussi de ramener toujours à des émotions humaines pour justement toutes les personnes qui ne peuvent pas danser. Je les invite à danser à travers moi quelque part. Ok. Quel conseil tu donnerais à un danseur ou une danseuse qui souhaite se lancer dans la création d'une compagnie ou d'un projet chorégraphique? Alors c'est vrai que c'est pas la même chose, un projet chorégraphique et une compagnie, parce que compagnie a aussi l'aspect administratif, aussi pour un projet chorégraphique, mais quand même un peu moins. Le conseil, c'est encore une fois de communiquer, de pas hésiter à demander de l'aide. C'est vrai que parfois on n'ose pas. Je parle pour moi aussi, parfois j'ose pas demander de l'aide, je pense que c'est dans mon caractère, et même Mathieu il me dit tout le temps, mais tu peux demander en fait. Voilà, donc c'est vrai. Il faut pas hésiter à poser des questions, à demander et de savoir vraiment, quand tu crées une compagnie, que ça va être long, que c'est pas... Des fois, on a envie de créer. Moi, j'ai envie de créer beaucoup plus vite, mais effectivement, dans un système de subvention, tout prend du temps. Il faut savoir qu'en fait, du moment où tu vas vouloir faire ta création, et que si tu veux le faire avec de l'argent et un financement, il faut prévoir tout ça vachement en amont. Et il faut être organisé sur tout ça parce que malheureusement, des fois, on a envie de créer demain, faire ta création dans le mois qui suit. Et ça se passe pas comme ça si tu veux qu'elle soit diffusée. Oui, effectivement, ça peut se passer comme ça parce qu'il n'y a pas de règles. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau gouvernemental, qui vont couper énormément de subventions, il va falloir encore une fois se réinventer. On l'a entendu beaucoup ces dernières années. Voilà, mais voilà, et de pas attendre forcément après tous les types de subventions publiques, chercher des fonds ailleurs, parce que, encore une fois, on est dans un modèle économique qui est en train un peu de bouger en ce moment. Et surtout que tous ces problèmes-là administratifs, ça ne vous freine pas pour créer. Parce que tout ça, ça peut être tellement pesant que des fois, tu arrives en studio, t'es rincé, tu sais même plus pourquoi tu crées, tu sais même plus pourquoi tu es là. Parce qu'il y a un moment, tu te retrouves à faire plus d'administratif que de créatif. Donc ça, il faut vraiment, des fois aussi savoir se mettre des règles, en tout cas dans le travail, d'être organisé pour pas que ça prenne le dessus. Moi, parfois, je suis excessive, donc c'est vrai que je travaille énormément en administration, mais après, tu te poses la question, mais pourquoi je fais tout ça, en fait, tu vois ? Donc, ne pas oublier pourquoi tu crées et pas vous laisser bouffer par tout ce côté administratif qui peut justement empêcher des personnes hyper créatives de créer, quoi. Complètement, puis ça prend du temps et ça prend de l'énergie aussi. Et donc, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds quand on lance une compagnie, il faut savoir être patient. On en parlait tout à l'heure en off de la patience et de la résilience aussi, parce que on se construit pas, comme l'expression dit, Rome ne s'est pas faite en 3 jours, en 5 jours, je sais plus. Mais c'est pareil pour un projet. Faut pas aussi se comparer avec
les autres, où ils en sont eux-mêmes dans leur projet, parce qu'ils Oui, ont puis il y a vécu, Instagram aussi, donc ouais. on se dit, la création, c'est facile. Ben non, en fait, c'est un parcours... Oui, c'est facile en vrai, la créativité, mais il y a tout un parcours où aussi on a l'impression que c'est simple pour tout le monde. Effectivement, on montre toujours le plus beau de soi-même, mais il faut être doux avec soi-même et, comme tu dis, patient. Vraiment. Parfois, je t'en parlais en off, mais moi, il y a des personnes que j'avais notées, tu vois, que je voulais avoir dans le podcast. Je voulais les contacter. Et en fait, j'ai été patiente et en faisant, entre guillemets, quelque part mes preuves, bah, elles m'ont contactée. Et je me dis, c'est ça aussi qui est trop beau, c'est que ben, on arrive toujours au bon endroit et la vie nous mettra toujours les bonnes personnes sur notre chemin pour réussir et aller là où on a envie d'aller. Quand on se donne l'autorisation d'être aligné aussi. Complètement. Parce que ça aussi, je pense que de s'autoriser à vivre pleinement sa vie, c'est pas si facile que ça. Des fois, ça fait peur de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux perdre, en fait, tu vois ? De lâcher prise, de lâcher la branche et de sauter, parce que te dire où je vais atterrir. Et je pense que toi, par exemple, t'es assez aligné sur ça et de te dire qui je suis, qu'est-ce que je veux. C'est l'histoire d'une vie, de se poser ces questions-là. Complètement. Mais ouais. Mais je trouve que c'est une chance de pouvoir se les poser et de pouvoir passer à l'action, parce que t'as plein de personnes qui n'osent pas, finalement, et qui, arrivées à 50, 60, 70 ans, 80 ans, fin de vie, se disent, mince, j'ai pas osé, en fait, faire ce que je voulais réaliser, et je trouve ça triste aussi, tu vois, de pas se donner l'autorisation de lâcher la branche et de sauter dans le vide. Voilà. Quel est ton rêve un petit peu artistique ultime ? Est-ce qu'il y a un projet que tu aimerais absolument réaliser un jour ? Je sais que là, en 2024, tu travailles sur plusieurs projets, donc Culotté à la Comédie Française et Dream a Little Dream of We. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces créations ou tes futurs projets ? Culotté, c'était assez incroyable de travailler avec les comédiens de la Comédie Française et surtout sur cette pièce en fait qui est tirée, c'est un peu féministe aussi puisque c'est Pénélope Bagieux qui a écrit Culotté et du coup j'étais vraiment honorée. C'est vrai que quand on parle d'alignement, de pouvoir participer à un projet qui parle des femmes qui ont été importantes dans l'histoire et qui ont bougé les lignes et qui ont été invisibilisées et que Pénélope Bagieux a pu remettre en lumière. Donc j'étais très fière de travailler sur ce projet. Sur Dream, Little Dream of We, j'étais contente de pouvoir aller au bout de cette pièce parce qu'au départ c'était un duo, celui qui a été lauréat à la Fondation Louis Vuitton et j'avais envie d'en faire une pièce de 50 minutes donc j'étais très contente de travailler sur cette pièce-là cette année. Ça m'a pris énormément de temps et d'énergie et puis j'ai dû faire parler avec elle aussi en octobre en première, un peu en express. Donc non, j'étais contente et là, pour la suite, là il y a les souliers rouges qui tournent encore. Qu'est-ce que mon rêve ultime serait de me laisser surprendre en tout cas et moi je rêverais d'avoir mon lieu, en tout cas d'avoir un lieu de création parce que mon Dieu mais quelle difficulté quand on est compagnie freelance et qu'il faut toujours trouver des lieux. Pour la danse en fait les studios surtout à Paris tout est prisé donc effectivement quand on va en résidence en compagnie on va n'importe où, c'est pas ça le problème mais vraiment avoir un lieu, avoir un peu une compagnie fixe, ça j'adorerais en tout cas avoir un lieu. Et après, toujours faire un peu comme tout le long de ma carrière, travailler dans différents milieux en fait et me laisser surprendre, que ce soit dans le théâtre, le cinéma, ou même la mode. Voilà, moi j'adore être surprise par la vie et puis apprendre et collaborer avec des personnes, continuer à faire un peu comme ça, quoi. J'aime grandir, essayer de devenir une meilleure personne, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Et de te nourrir en fait finalement de toutes les rencontres que tu pourrais faire sur ton chemin, quoi. Complètement. Est-ce que tu aurais un dernier message, un dernier mot à faire passer avant de clôturer l'épisode ? Je sais pas, un dernier mot. Merci en tout cas à toi pour l'invitation et bravo aussi pour tout ce que tu fais, en tout cas de donner la parole au milieu de la danse et surtout vu par un regard féminin, de danseuse. En tout cas, tu apportes quelque chose, tu participes à la libération de la parole. Donc, un grand merci. Je suis trop contente et trop fière de faire partie de ton podcast. Bon, merci. Et voilà. Ça me touche beaucoup, Tamara. Merci beaucoup. Moi, je crois et je continue de croire qu'il y a de la lumière pour tout le monde. Et j'ai envie de dire aussi aux gens peut-être qui nous écoutent que même si des podcasts sur la danse, il y en a plein, il y en a d'autres. Des cours de danse, il y en a plein. Des danseurs, il y en a plein. Des danseuses, il y en a plein. Mais en fait... allez là aussi où il n'y a pas grand monde et
et proposer une autre approche de par votre identité, de votre vision des choses. Et ça ne peut que, je pense, marcher tant que c'est aligné avec ce qu'on fait. Et donc, foncez, faites les choses que vous avez envie de faire, même si ce sera pas facile au début, ce sera pas évident, ce sera peut-être difficile, on vous mettra peut-être des bâtons dans les roues, mais lâchez pas. Je pense que la vie, elle a un plan pour nous et que... Elle a un plan et c'est surtout qu'il y a plus de non que de oui. Ouais. Donc il faut pas se raccrocher à ces noms et c'est next. Ok, t'as un non, continue sur ce que tu veux faire en tout cas. Complètement. Voilà, écoute, je pense qu'on clôturera l'épisode de cette manière. Merci à toi Tamara pour ton temps, pour tes paroles. J'espère que ça aidera toutes les personnes qui nous auront écoutés. Et je te souhaite le meilleur avec ta compagnie et toi dans ta vie perso aussi. Voilà. Merci. Bye bye. Ciao.